On est au début d'une immense vague d'innovation qui va générer beaucoup de croissance économique. Et ce que je vois devant nous, plus qu'une phase de stagnation, ou contrairement à ce que disent certains, une phase de décroissance, c'est une phase d'hypercroissance. Mais une hypercroissance qui est extrêmement particulière et qui est tirée justement par l'innovation. Et c'est sans doute une mutation. Et c'est sans doute une mutation, et c'est ça qui peut sembler extrêmement paradoxal, mais l'économie, elle est faite de paradoxes. Finalement, quand vous êtes au début d'une grande période de croissance, souvent, l'opinion publique pense que nous sommes en période de crise. Pourquoi? Je l'ai dit il y a un instant, parce que la croissance, elle est avant tout basée sur l'innovation. Et l'innovation, c'est un phénomène qui détruit l'économie, qui crée une économie, mais qui détruit l'économie. L'innovation et donc la croissance, c'est un processus de mutation permanente. L'innovation, c'est quelque chose qui est très particulier. Et l'innovation, ce ne sont pas simplement de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles façons de faire du commerce. L'innovation, ce sont de nouveaux produits qui remplacent d'anciens produits, de nouveaux services qui remplacent d'anciens services, de nouvelles façons de faire du commerce qui remplacent d'anciennes façons de faire du commerce. L'innovation et donc la croissance, c'est le remplacement d'une économie par une autre. Et à chaque début de grande période de croissance, tout le monde s'est dit « mais bon Dieu, c'est pas possible, mais quelle crise épouvantable nous tombe sur le paletot ». Mais la période qui m'intéresse plus, parce qu'elle présente plus de similitudes avec la période actuelle, c'est le milieu du 19e siècle, en France. Innovation, le chemin de fer. Alors, le chemin de fer n'a pas été inventé au milieu du 19e siècle, il a été inventé bien avant, mais c'est en 1842 que l'État décide de prendre en charge les infrastructures et de développer les infrastructures de chemin de fer. Le chemin de fer, c'est super. Le chemin de fer, vécu comme une catastrophe économique absolue. Encore une, parce que vous avez toute une économie qui est structurée autour du bateau. Or, vous comprenez facilement que les ports et les gares ne sont pas au même endroit. Et que bien souvent, ce ne sont pas les mêmes personnes qui fabriquent des locomotives et des bateaux. Alors là, vous êtes dans un phénomène de destruction créatrice majeur. Quand vous avez un phénomène de crise économique qui est brutal et qui touche l'ensemble des agents économiques, les banques, bien évidemment, c'est la crise de la fin de l'année 2008. Les entreprises, c'est la récession de 2009. Et les États, c'est la crise des finances publiques telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le seul moyen de retrouver de la croissance, de retrouver de l'activité économique, c'est de changer d'économie. C'est ce qu'on appelle l'innovation. Aujourd'hui, on est au début d'une vague d'innovation. Et les innovations, elles se fécondent les unes les autres. Elles s'aident les unes les autres. On invente le livre au Moyen-Âge, mais parce qu'on a inventé les lunettes. Parce que le livre, si vous ne pouvez pas lire, si vous ne pouvez pas voir le livre, ce n'est pas utile. Et les lunettes, si vous n'avez rien à lire, ce n'est pas utile non plus. Donc les deux arrivent en même temps, et le compas arrive avec le bateau. De la même façon qu'aujourd'hui, la génétique arrive avec les capacités de calcul informatique. Parce que la génétique, ce sont des fichiers Excel de plusieurs milliards de lignes, ce n'est pas compliqué intellectuellement, mais il faut des capacités de calcul informatique. Et donc, tout arrive en même temps. Et donc, vous êtes à des tournants, ce que les économistes appellent des cycles Kondratiev, du nom du statisticien soviétique qui avait repéré ces cycles longs qui reviennent à peu près tous les 60 ans. Aujourd'hui, on est au début d'une période de ce type. Aujourd'hui, tout le monde est obligé de changer. La seule façon pour retrouver de la croissance, c'est que l'État se restructure. Il finira par le faire, c'est toujours le dernier. Parce que, évidemment, ces périodes de mutation remettent en cause les organisations. Parce que quand vous êtes dans ces nouvelles vagues d'innovation, vous avez en réalité une double mutation, qui est à la fois une mutation technologique, j'en ai parlé. Aujourd'hui, c'est ce que les anglo-saxons appellent les NBIC. N pour nano, nanotechnologie, B pour bio, le I pour informatique. On continue de faire des progrès qui sont absolument colossaux dans le domaine de l'informatique. Donc on est au début de ce processus, qui est un processus qui va apporter beaucoup de croissance à une condition, c'est qu'on s'y adapte. J'y reviendrai dans un instant. Mais cette adaptation, elle doit aussi se faire du point de vue géographique et géopolitique. Je parlais de double mutation tout à l'heure. Mutation technologique, et c'est une façon de répondre à votre question, mutation géographique et donc géopolitique. Parce qu'à chaque fois que vous avez une grande vague d'innovation, vous avez un déplacement du centre de gravité de l'économie mondiale. Qu'est-ce qui vous a permis de devenir riche? C'est le cycle économique précédent, le cycle d'innovation précédent. Et donc, que valorise la culture nationale? Le cycle économique précédent, quand vous demandez aux Français ce qui les intéresse, ce qui valorise, c'est De Gaulle, Pompidou et le franc. Ce n'est pas la génétique, ce n'est pas la biologie moléculaire, ce n'est pas l'intelligence artificielle et ce n'est surtout pas le gaz ou le pétrole de schiste. Ça, c'est ce qui rebat les cartes.
Posez la question aux Chinois. Ce qui les intéresse, les Chinois, c'est la génétique, c'est la biologie moléculaire, c'est les OGM. Parce que c'est ce qui leur permet de sortir des dizaines de millions de personnes de la pauvreté chaque année. Le taux d'extrême pauvreté en Chine, entre 1980 et aujourd'hui, il est passé de 85% de la population chinoise à 14% de la population chinoise. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est la croissance. Mais la croissance basée sur l'innovation, parce qu'ils voient bien qu'aujourd'hui, ils sont arrivés au bout d'un système qui est un système qui a été tiré uniquement par les délocalisations, par les migrations de facteurs de production des campagnes vers les villes. Et donc, ils essaient, ce qui n'est pas facile, mais ils y arrivent en partie, ils essaient d'aller vers cette économie de l'innovation. Vieux pays riches, vous réglementez, parce que vous voulez protéger l'économie, vous devenez rentier. Pays pauvres, vous ne réglementez pas, parce que vous n'allez pas empêcher la croissance qui peut permettre de continuer dans la voie, par exemple, de la sortie de la pauvreté, mais aussi de l'augmentation de l'espérance de vie, des libertés individuelles, etc. Et donc, c'est dans les pays riches que vous avez le principe de précaution. Pas seulement en France. Le principe de précaution, c'est les Allemands qui l'ont inventé. Aujourd'hui, l'innovation, elle se fait en grande partie dans les pays émergents et pas dans les pays développés. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour vous qui dirigez les entreprises, des banques, ou même pour nous en tant qu'individus. Ça veut dire que la notion maîtresse ces prochaines années, la notion la plus importante, c'est la notion d'adaptation. C'est comment on s'adapte à ce monde pour en tirer les bénéfices. L'opinion publique, elle veut le résultat de la croissance, elle veut les conséquences de la croissance. Ce qui est bien normal, elle veut l'emploi et le pouvoir d'achat et les impôts qui baissent. Quand vous avez de la croissance, les impôts baissent, les salaires augmentent et le chômage diminue. D'accord ? Mais elle ne veut pas le coût de la croissance, qui est le fait que l'économie, elle se restructure en permanence, qui est le fait qu'il ne faut pas soutenir Petroplus et ArcelorMittal, mais qu'il faudrait mieux aider les pôles de compétitivité ou développer des parcs d'activité pour des petites entreprises qui investissent dans des secteurs très bizarres comme la génétique ou le pétrole de schiste, ou le gaz de schiste en France, plutôt. Les entreprises qui s'adaptent, mais vont connaître des moments absolument extraordinaires, parce que ces cycles technologiques, ces cycles Kondratiev, ils affectent l'ensemble de l'économie. Pas seulement la technologie, bien évidemment, mais ils ont des conséquences aussi dans la façon de commercer, dans la façon de distribuer, dans la façon de financer. Et c'est très déstabilisant. Le problème de la France, j'en ai parlé, c'est un problème au fond qui est culturel, le fait que nous sommes tournés vers le passé, et tout le reste en découle. Toutes les politiques publiques en découlent. À partir du moment où vous craignez l'avenir, où vous ne croyez plus au progrès, où vous ne croyez plus à l'alliance du progrès scientifique et de l'innovation, ce qui fait la croissance, le progrès scientifique et l'esprit entrepreneurial, c'est la conjugaison des deux qui fait la croissance. À partir du moment où vous ne croyez plus à ça, toute la politique économique devient une politique économique qui est conservatrice. Et donc toutes les questions de réglementation, d'hyper-réglementation, d'hyper-inflation réglementaire, de charges sur les entreprises, tout vient de cet état d'esprit. Quand vous êtes dans une zone monétaire unique, ce qui est le cas par définition de l'euro, vous n'avez que deux organisations économiques possibles. Soit votre économie est ce qu'on appelle une zone monétaire optimale, c'est-à-dire que tout est flexible à l'intérieur. Quand il y a un problème de compétitivité, les salaires baissent. Quand il y a une crise dans une région, les gens quittent la région pour aller en Finlande. Tout est flexible. Et là, ça marche. Le problème, c'est que la vie réelle, elle n'est pas flexible. Et donc, le seul moyen de faire fonctionner une zone monétaire dans une vie réelle qui est relativement rigide, c'est d'avoir un pot commun, un budget européen, qui redistribue des endroits où ça va bien vers les endroits où ça va mal. C'est comme ça que sont constitués tous les États. Quand une collectivité locale, quand une ville est en quasi-cessation de paiement en France, vous ne vous en rendez même pas compte, elle est mise sous tutelle de l'État, elle est restructurée par l'État, l'État lui verse des dotations et elle continue de fonctionner. La crise des dettes souveraines et la crise économique qui l'a précédée et la crise bancaire qui l'a précédée ont permis de faire des progrès, importants même, dans la gouvernance de l'Union européenne et de la zone euro. Mais faire des progrès, ça ne suffit pas. Repenser à la notion d'adaptation. Ce qu'il faut, c'est faire des progrès à la bonne vitesse. Ce que montre l'histoire, et surtout l'histoire française au fond, c'est qu'un pays comme la France, il finit toujours par s'adapter. Il peut s'adapter à chaud, dans la douleur, c'est toute l'histoire des révolutions, mais un pays comme la France peut aussi sortir
et s'adapter de ces difficultés et s'adapter à froid par des réformes. Et ça peut arriver. Vous avez des exemples en France de très grandes vagues réformatrices. Napoléon III, le plan Pinay-Rueff de 1957, de Gaulle, opéré par des gens qui n'avaient pas été élus pour faire précisément ce type de réforme. Mais en tant qu'individu, en tant que dirigeant d'entreprise, l'adaptation, elle est à portée de nos mains. Et si on arrive à s'adapter, je crois que ce qui nous attend, c'est justement l'équivalent, peut-être, de ce qu'ont connu les Français et les Européens au moment de la Renaissance.